avons défriché les premières parcelles du quartier libre des Lantières. Depuis, ce n'est pas passé de mode. La terre continue à se soulever avec vous toutes et tous. Et des quartiers, des parcelles, des zones sont occupées pour empêcher la construction de grands projets. Aux Lantières, nous continuons à occuper 9 hectares de terre, à toujours plus nombreux et plus nombreuses. Et avec toujours le désir d'y construire des choses ensemble, des jardins, des fêtes, des maisons, plein de trucs quoi. Aux Lantières, nous continuons à occuper 9 hectares de terre pour empêcher la mairie, les promoteurs immobiliers, la préfecture et l'État d'intervenir sur ce petit grand chez nous, chez lui, chez elle, chez eux, que nous aimons. Eux, ils voulaient construire un éco-quartier. En béton, bien sûr. Maintenant, ils veulent construire des jardins partagés, cloisonnés et bien administrés, bien sûr. Nous, on vit aux Lantières, on mange aux Lantières, on construit aux Lantières, on discute aux Lantières, on travaille aux Lantières, on jardine aux Lantières, on danse, on pleure aux Lantières et on explose de joie aussi aux Lantières. Et c'est ça, pour nous, habiter et lutter aux Lantières. En 2019, François Rebsamen, le maire de Dijon, socialiste, oui, il y en a encore, annonce dans une conférence de presse l'abandon de la phase 2 du projet d'éco-quartier qui menaçait ce que nous avons construit aux Lantières. Nous aurions pu avoir la sensation d'avoir gagné en 2019. Pourtant non, nous n'avons pas gagné en 2019 puisque notre lutte n'a pas de fin en soi et pas de finalité en dehors de la vie au quartier. La victoire au singulier n'existe pas. La victoire n'aura pas lieu à un moment précis. On ne s'arrêtera jamais de lutter. Habiter sur ce quartier, c'est défendre les formes de vie qui ne seront jamais assimilées, intégrées ou validées par l'État. C'est aussi continuer de soutenir les luttes d'ailleurs, les squats ou les occupations. C'est encore et toujours essayer de déconstruire les rapports de pouvoir entre nous. Nous ne voulons pas seulement l'abandon d'un projet immobilier, nous ne voulons pas seulement empêcher la bétonisation des terres, nous voulons défendre une manière de vivre sur ce quartier, ce qui y naît et ce qui y vieillit. Et nous sommes prêtes et prêts à beaucoup pour cela. Parce que ce quartier ne peut pas disparaître ou devenir quelque chose sans nous. Capite, Repsou? En décembre dernier, la mairie a menacé cette vie de quartier. Elle a parlé d'expulser les mauvais habitants, en rassurant les gentils jardiniers, ceux qui pourront rester. Mais ici, les habitantes sont des jardinières et les jardiniers sont des habitants. Ici, les usagers et les usagères ne sont pas des individus parcellisés qui travaillent seulement pour leurs petits ou pour leurs grands intérêts singuliers. Alors aux Lantières, il y a Machin qui fait à manger pour Truc, Muche et Bidule, pendant que Truc, Muche et Bidule, justement, ils plantent des patates dans un champ. Et il y a Gadjo et Dilo aussi qui font des chemins pendant ce temps-là. Et il y a aussi Machine. Alors Machine, elle répare le poids lourd. Et puis, j'ai oublié, il y a Josette, William, Jackie et Avril qui lèvent une charpente. Voilà, c'est ça une journée aux Lantières. Donc pour être clair, si tu jartes Machin de l'écosystème, eh ben ça se pète la gueule. C'est pour ça que pour nous, l'autogestion, c'est l'entremêlement des usages. La terre, pas juste à ceux et celles qui la cultivent, mais à celles et ceux qui l'habitent, et de toutes les manières possibles. Donc Rebsamen, non Rebsamen, tu ne choisiras pas qui est-ce qui va rester et qui est-ce qui va partir. Car ici, c'est chez moi, c'est chez elle, c'est chez lui, c'est chez nous, c'est chez vous, mais c'est pas chez toi, Rebsamen, never. 11 ans donc, mais ce n'est qu'un début. Le printemps est la plus belle saison des Lantières, le temps des grands soulèvements et des petites éclosions. Les abeilles vous le diront, elles fredonnent d'ailleurs que celui-ci s'annonce particulièrement mellifère. Le marché ne va pas tarder à reprendre. Il y a déjà des gens sur les toits pour défendre les maisons. Et elles en profitent pour boucher quelques fuites. Il y en a d'autres qui ont décidé de construire plus grand, pour un peu plus de commun. Nous aurons bientôt un espace pour pouvoir toutes et tous vous accueillir, trinquer à l'avenir et faire des plans sur la comète. Nous ne lâcherons jamais la comète, jamais. La nôtre, la comète des Lantières. Nous sortirons scaphandres et boucliers s'il le faut pour s'opposer à leur conquête de l'espace. Alors, chers amis, à vos talkie-walkie, on va tous se mettre sur la même fréquence. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Vous me recevez? Nous avons besoin de vous pour défendre ce quartier. Et nous espérons que vous répondrez présents et présentes. Vive les Vêtes! Vive les Lantières! Alors les Vêtes, c'est 34
4 hectares d'espaces maraîchers, d'espaces naturels et de jardins qui sont menacés à Besançon, qui sont menacés depuis un projet en 2005 d'écoquartier. Et ça fait maintenant plusieurs mois, voire quelques années, que les liens se resserrent avec les Lentillères, entre les Vettes et les Lentillères. Il y avait eu des premiers contacts en 2016 au moment de Nuit debout. On avait déjà accueilli aux Vettes les copains des Lentillères, les copains et les copines des Lentillères. Et en fait, l'idée de cette manifestation commune, elle part d'un appel commun qui s'appelle « Aux Vettes et en Lentillères, défendre les terres ». Et on trouvait ça intéressant de mettre en lien ces deux espaces. C'est-à-dire parce que ces deux espaces qui, dans les deux cas, sont des espaces des anciennes ceintures maraîchères des villes. On sait qu'on a complètement perdu en autonomie alimentaire dans les villes depuis plus de 50 ans. C'est des espaces qui sont aujourd'hui menacés, c'est des espaces, ces espaces de jardins, ces espaces maraîchers en ville, ils subissent une pression énorme en termes d'artificialisation des sols. C'est aujourd'hui le grignotage des villes. Ça se fait sur ces espaces-là, sur ces terres qui sont bien souvent les meilleures terres maraîchères. Que ça soit en Lentillères ou que ça soit aux Vettes, on est sur des terres d'une exceptionnelle qualité. Et il y a un autre lien, un autre fil qui nous relie, c'est le fait que, en fait, alors que Dijon et Besançon se font une guéguerre de course à la métropole, on trouvait ça intéressant de montrer la convergence sur des lieux similaires, sur des lieux aux problématiques similaires et sur des lieux en lutte, sur des territoires en lutte pour préserver le vivant, en lutte pour préserver une possibilité de cultiver, en lutte pour préserver une possibilité d'autonomie alimentaire, en lutte pour préserver aussi un autre rapport entre humains et non humains, un autre rapport au vivant. Et dans les deux cas, ce sont des espaces qui sont des espaces populaires. Ce sont des espaces, ça peut paraître bête parce que ces mots sont tellement utilisés aujourd'hui par la com gouvernementale et en général, mais c'est des espaces de mixité sociale. Vraiment, c'est des espaces intergénérationnels. Et sauf que là, c'est vraiment incarné. C'est pas juste des mots en l'air. Et dans ces deux espaces, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose des écoquartiers. Et on nous dit que ça va être mixte, alors que le studio à Besançon, il va être vendu à 90 000, 100 000 euros pour 20 mètres carrés. Enfin, vous qui habitez Besançon et même les autres, qui peut se payer ça? Qui peut payer 90 000, 100 000 euros, un 20 mètres carrés, un studio à ce prix-là? Et au Vettes, on a des jardiniers de classe populaire qui cultivent. On a des espèces protégées, on a des mares, on a des espaces en friche. Et il y a tout quelque chose qui se crée à cet endroit-là et qui est menacé de destruction. Donc l'idée de cette manifestation, c'est vraiment de montrer ces problématiques similaires entre les Vettes et les Lentillères. Et ça prend place dans un cadre plus large qui s'appelle les soulèvements de la terre. Et c'était quelque chose de symbolique aussi de montrer cette union entre deux lieux en lutte dans un cadre plus large qui dépasse simplement le cas des Vettes ou des Lentillères, des quelques hectares menacés à Besançon ou à Dijon. Parce qu'en fait, c'est une problématique générale, c'est quelque chose de général. Et là, on est là aujourd'hui tous ensemble, on va marcher aux Vettes. Mais l'idée, c'est de se donner de la force pour tous ces autres lieux en lutte. Là, je vois en face de moi, il y a le Center Parks de Poligny. Et on sait aussi que c'est un lieu en lutte. On a l'association SVP Héricourt qui est en train de lutter pour empêcher un déboisement massif. Et là encore, on a un autre lieu en lutte. Donc cet objectif aujourd'hui, c'est de, bien sûr, on va aux Vettes. Mais c'est pas que les Vettes. C'est plus large, c'est dans le cadre des soulèvements de la terre. Et on part de ce qu'on a à côté de nous. Et à Besançon, c'est sauver les Vettes. C'est dire à la mairie... C'est pas le sujet de la consultation citoyenne, d'un rapport d'experts ou de je ne sais quoi. La question, ce qu'on demande, c'est l'abandon clair, net, total et définitif de ce projet d'artificialisation des sols, de ce projet de destruction des jardins, parce que c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est un contresens historique de vouloir continuer à artificialiser ces sols, à vouloir bétonner ces sols. Donc on demande l'abandon pur et simple de ce projet. C'est ça qu'il faut demander, c'est ça qu'il faut exiger. Parce qu'on n'est plus dans un moment où on peut se permettre ce luxe de perdre encore des terres, de perdre des espaces de fraîcheur, de couper des arbres et de dégager des jardiniers de leur terrain. Et donc on est dans le cadre des soulèvements de la terre et je vais laisser la parole aux copains des soulèvements de la terre. Voilà, copine. Donc, comme disait la copine des Vettes, on est ici parce que c'est notamment le premier événement des soulèvements de la terre et on est hyper heureux de voir qu'il y a autant de monde. Donc l'idée initiale des soulèvements de la terre, c'est bien de faire une sorte de campagne nationale pour mettre la question de la reprise des terres et de la reprise des terres qui disparaissent au centre de nos problématiques environnementales et sociales.
À la base, c'est une idée qui est partie notamment de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et le constat qui est fait, il est multiple. Le constat d'abord, c'est de dire que dans 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite, ce qui équivaut à un tiers des terres agricoles. Dans 10 ans, il y a un tiers des terres agricoles qui changent de main. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce tiers de terres agricoles qui partent? Est-ce qu'on arrive à remettre la main dessus pour faire une agriculture responsable, locale, qui appartient à tout le monde et qui permet de nous nourrir? Ou est-ce qu'on continue l'excès de l'agro-industrie, de l'exportation à outrance et un modèle agricole en fait qui n'est pas soutenable et qui ne nous correspond pas? Le constat aussi, c'est de voir que les terres agricoles, elles disparaissent sous des grands projets imposés, inutiles, ou qui bétonnent en tout cas le sol. Et tous ces constats-là, en fait, ils nous font prendre conscience qu'il y a un gros enjeu politique et social et environnemental qui est de remettre la main sur ces terres et de se réapproprier la terre. Je vais reprendre une expression qui est parlante, c'est à la fois il faut remettre les terres entre nos mains et il faut remettre les mains dans la terre. C'est-à-dire nous devenir les producteurs, les travailleurs de la terre. Et en même temps, si on veut faire ça, il faut qu'on puisse se donner les moyens de reprendre ces terres, c'est-à-dire de les arracher à la logique industrielle qui détruit du vivant et qui s'accapare les sols. Et ce mouvement de campagne des soulèvements de la terre, donc il a une composition intéressante et enthousiasmante parce qu'on vient de plein de lieux différents en France. Il y a des gens de Rennes, des gens de Nantes, des gens du sud, de la Haute-Loire, il y a des gens d'Île-de-France. Là, on est dans l'Est avec Dijon et Besançon. Et du coup, il y a vraiment une diversité géographique et aussi une diversité au niveau de l'appartenance politique ou sociale, parce qu'il y a à la fois des mouvements paysans avec des fermes, des acteurs du milieu forestier et agricole, la Confédération paysanne. Il y a aussi les mouvements écologistes, notamment les jeunes en lutte pour le climat, des organisations comme Extinction Rébellion. Il y a le mouvement des ZAD et des luttes d'occupation. Donc il y a une diversité politique chouette et intéressante qui permet qu'on se nourrisse les uns et les autres des expériences diverses qui ont pu s'expérimenter depuis quelques années sur le territoire français. Et donc cette campagne des soulèvements, elle va commencer donc avec ce premier événement à Besançon et donc qui marque le début de cette première saison, cette saison 1, qui va donc se poursuivre jusqu'au mois de juin et début juillet. Le prochain événement, il sera les 10 et 11 avril à Rennes pour une lutte contre l'artificialisation de 450 hectares à la Prévallée. Ensuite, il y aura une manifestation sur un week-end en mai, les 22-23 mai. Ça s'appelle la lutte des sucres en Haute-Loire. C'est contre le projet de la RN 88 porté par Laurent Wauquiez qui veut artificialiser une vingtaine d'exploitations agricoles, enfin de fermes. Et ensuite, on est porté jusqu'à juin, du 19 au 21 juin, dans le sud de Nantes, à Saint-Colomban. Il y a une lutte contre une carrière de sable qui menace des terres agricoles également. Et puis ensuite, on aura aussi tout un pan de la campagne qui se passera en Île-de-France avec la lutte sur le plateau de Saclay et également des actions de blocage de l'industrie du béton en lien notamment avec la lutte contre le Grand Paris qui artificialise à outrance à peu près toute l'Île-de-France à une vitesse monstrueuse, quoi. Là, on va partir on va manifester dans la ville et puis ensuite on se retrouvera au VET. Et sur les VET, il y aura un stand, les soulèvements de la terre. Donc si vous voulez venir nous voir, voilà, ce sera l'occasion de discuter. Et puis sinon, il y a un site internet, une page Facebook et tout ce qui va bien sur internet.
Et n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. Et donc on est très heureux d'être avec les Vets et les Lentillères aujourd'hui pour cette première journée. Et bonne manifestation à tous et à toutes. Comme aux Lentillères, abandon du projet d'éco-quartier. Comme aux Lentillères, abandon du projet d'éco-quartier. Par tous ces gens déraisonnables, veneurs de peur en abondance, sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Nous voudrions dédier cette manifestation et cette journée à Jean-Paul Henry, notre camarade de la Confédération paysanne, qui est décédé au mois de janvier. Nous pensons beaucoup à lui et à Dominique. Alors je fais un rappel geste barrière, donc voilà, respectez autant que vous pouvez, faites attention à prendre du gel, à bien mettre du gel, à garder votre masque quand vous n'êtes pas en train de manger, à pas vous postillonner les uns sur les autres. Voilà, c'est important pour l'organisation de la manif en elle-même, que chacun fasse un peu attention et que tout le monde se sente en sécurité, donc sur les gestes barrières. Et du coup là, les prises de parole vont commencer, donc avec les soulèvements de la terre et la Confédération paysanne, s'ils veulent bien venir. Ok, trêve de politesse, vous passerez après les camarades de la Confédération paysanne. Salut à tous et à toutes. Je vais redire un mot, même si ça a déjà été dit au début, sur la campagne des soulèvements de la terre. Campagne nationale dans laquelle s'inscrit cette action, qui est le premier acte. Et on est extrêmement content que le premier acte soit à Besançon. On est extrêmement content que le premier acte, ce soit des prises de terre à proximité de la ville. Et on est très content que ce premier acte, il concerne les terres qui ont un usage populaire, comme l'a si bien dit la camarade des Vets. Juste pour rappel, en deux mots, l'idée des soulèvements de la terre, c'est l'idée que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on s'organise pour reprendre en main la terre. Que la terre, elle est à la fois artificialisée, bétonnée en de nombreux endroits, comme ici, par de nombreux projets. Que les luttes contre ces différents projets d'artificialisation sont assez dispersées et disparates. Et ce qu'on avait envie, c'était de prendre le marteau pour tous taper ensemble sur le même clou en différents endroits de France, et de s'appuyer ensemble et qu'on sorte un peu des luttes strictement locales et qu'on relie ce qui se passe ici aujourd'hui à Besançon à tout ce qui se passe au niveau du bétonnage et de l'accaparement et de l'artificialisation des terres partout en France. L'idée, c'est que de cette campagne, c'est pas de faire du blabla, c'est de faire des actions, de se retrouver tous les mois ensemble pour faire des actions. Ces actions, ce sera soit des prises de terre comme aujourd'hui, soit des blocages des industries qui dévorent et bétonnent la terre. Donc je vais vous dire vite fait les prochains rendez-vous des soulèvements de la terre, en espérant vous y voir tous et toutes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc le prochain rendez-vous, c'est les 10 et 11 avril à Rennes, avec reprise de terre et mise en culture à la Prévalais, des terres agricoles, pareil, en bord de ville, menacées par l'extension d'une zone de loisirs. Ensuite, on se retrouvera les 22 et 23 mai en Haute-Loire pour lutter contre la RN 88, où il y a des paysans impactés qui vont perdre leurs terres à cause d'une route que Vauquier veut construire. Et l'idée, c'est évidemment de les en empêcher et de faire que les paysans et paysannes qui sont là-bas puissent rester et qu'éventuellement d'autres puissent les rejoindre et cultiver ces terres. Donc ça, c'est les 22 et 23 mai en Haute-Loire. Ensuite, du 19 au 21 juin, on va tous se retrouver en Loire-Atlantique, haute terre de lutte s'il en est. On ira ensemble à Saint-Colomban, qui est un petit village menacé par l'extension des carrières de sable Lafarge et par les mers de plastique du maraîchage industriel. On vous invitera là-bas pour 3 jours de campement avec des discussions, des semis et des actions contre un peu ces carrières et ces projets inutiles qui détruisent le bocage à Saint-Colomban. Donc ça, ce sera du 19 au 21 juin en Loire-Atlantique, donc prenez bonne note.
Et ensuite, à partir du 29 juin, il y aura des modalités d'inscription pour ça. On va tous se retrouver en Ile-de-France avec l'idée, après toutes ces actions locales, de monter tous ensemble à Paris pour bloquer la filière de production du béton qui dessert la métropole du Grand Paris et qui s'étale sur la Seine entre Rouen et Paris. On va être assez inventifs, on va être nombreux, on va imaginer plein de modes d'action dans lesquels tout le monde peut se retrouver pour mettre à l'arrêt. Alors non, on vous donnera les dates. Hein, les dates, c'est à partir du 29 juin. C'est toute la semaine du 29 juin jusqu'au début juillet. Et on vous donnera bientôt les moyens pour s'inscrire. Et ça va être un moment hyper important. Ce sera le premier moment où, après avoir fait des manifs comme aujourd'hui et les 2 mois qui viennent d'occupation de terre, où on va s'attaquer à bloquer ceux qui détruisent les terres. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que ce programme est disponible sur le tracteur. Et voilà, on espère que de plus en plus de gens vont se ressaisir de l'occasion qui est donnée par cette campagne pour occuper, reprendre et défendre des terres, que ce soit par l'occupation illégale, l'installation paysanne, l'achat collectif, et que toutes ces terres qui aujourd'hui sont menacées de disparition ou sont accaparées par l'agro-industrie, qu'elles serviront demain à des usages justes qui permettent de nourrir les habitants du territoire. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à mes camarades de la Confédération paysanne. Merci Jojo pour l'introduction, merci pour la mobilisation, pour l'idée des soulèvements de la terre. Donc moi je suis porte-parole de la Confédération paysanne, je suis pas loin, je suis paysan là dans le Jura. Et la Confédération paysanne est mobilisée aujourd'hui comme elle l'a déjà été mobilisée contre les projets d'artificialisation, contre les projets d'accaparement de terre. Parce que si on veut des paysannes et des paysans nombreux, des paysans pour nourrir, pour produire, pour employer, pour préserver nos terres et nos communs, il faut bannir l'artificialisation, il faut bannir l'accaparement. On n'acceptera pas non plus la compensation, parce que comme le dit la collègue qui va prendre la parole derrière moi, la compensation c'est le piège à con, on ne veut pas l'accepter, ni ici ni ailleurs. Donc ça veut dire se battre collectivement pour nos communs, contre l'accaparement, contre l'artificialisation. Et ça nécessite d'être nombreux. Et c'est pour ça que la Confédération paysanne a souhaité s'associer à cette organisation et ces soulèvements de la terre. Parce qu'à un moment donné, on s'est indigné. Ensuite, on a voulu résister. À un moment donné, on va sur de la désobéissance civile. Et ensuite, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, on se soulève collectivement contre tous ces enjeux d'accaparement et d'artificialisation, parce que demain, il faudra qu'on soit davantage de paysannes et de paysans pour produire en quantité et en qualité, pour relocaliser notre alimentation et pour protéger nos communs. Eh bien, bonjour à tous, moi je suis paysanne dans le Jura, Confédération paysanne. Pour l'anecdote, il y a un camarade qui m'a dit « Ah, ce tracteur était rouge avant, il a mal viré ». Nous, ce qu'on a envie de dire à la Confédération paysanne, c'est qu'une lutte écologique aujourd'hui pour défendre des terres où on voit des espaces ouvriers de production, on voit des arbres, des bouts de verger, sans doute des zones humides que je n'aperçois pas. Ce sont des espaces naturels, des espaces vivants, des espaces sociaux, et que en fait l'écologie, c'est une lutte sociale, c'est une lutte où on veut se réapproprier ce qui nous appartient. J'ai entendu tout à l'heure, la terre nous appartient. Il n'est pas question que le capital, la main invisible du capital, la main invisible du béton, viennent s'accaparer les terres. Donc, il y a l'accaparement sur nos espaces naturels, et puis l'accaparement des terres, qui sera la dernière partie de la lutte, mais en fait, ce sont les mêmes faces de la même pièce. Donc, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que c'est une lutte sociale, et finalement, c'est une lutte des classes, toujours la même face au capitalisme. Hello, longue vie aux bêtes, on vous soutient trop. Du coup, on est la ZAD de la colline, on est la première ZAD de Suisse. Waouh! Et puis voilà, donc on est le collectif des orchidées contre béton armé. Et puis on s'est installé il y a plus de 5 mois, donc sur une colline qui se trouve à peu près à 1h30 de Besançon, donc vers Valorbe à la Sarraz.
Et on lutte sur cette colline contre l'extension d'une carrière du cimentier Lafarge-Holcim, qui est du coup un des leaders mondiaux de production du ciment, une énorme multinationale bien dégueulasse au pays des multinationales. Et puis voilà, donc notre colline, en face de la carrière d'Holcim, c'est vraiment une résistance directe à l'appétit écocidaire de Lafarge-Holcim. Et on va se faire évacuer la semaine prochaine, c'est ça le problème. Du coup, ça fait 5 mois qu'on est installé sur une colline à très riche valeur de biodiversité. C'est aussi le principal couloir à faune entre le Jura et les Alpes qui va être détruit et qui va empêcher tous les grands mammifères de circuler dans leur déplacement naturel. On est justement face à une cimenterie Lafarge-Holcim qui est le plus grand émetteur de CO2 du canton de Vaud. C'est 9% des émissions de CO2 du canton de Vaud. Mais au-delà de ça, il a été rappelé lors de cette manifestation, et c'est d'ailleurs le cœur même de cette manifestation, on se bat à la source du béton, à la source de l'uniformisation, de la stérilisation des sols. Et c'est là-bas, entre autres, que ça va se jouer. Du coup, on est là-bas, les orchidées contre le béton armé. Et du coup, au-delà du combat évident contre le CIM, et puis pour protéger cette colline hyper importante, on a aussi créé, en fait, dans un pays bien calme, qui n'est pas très réputé pour ses mouvements sociaux, un peu une brèche militante, aussi en temps de Covid, où les rassemblements et la contestation est un peu sèche. On a un espace militant qui est du coup, à notre sens, hyper important pour mobiliser et continuer de se battre comme vous contre l'accaparement des terres. On a des cabanes dans les arbres, des barricades, une diversité culturelle aussi qui est très riche entre les militantes, les copains qui viennent d'Allemagne et de leur occupation aérienne, et puis les copains venus d'ici, de France et de Suisse. Et du coup, voilà, c'est un lieu hyper important. Et on invite tout le monde à nous rejoindre la semaine prochaine, du coup, pour une mobilisation hyper créative, colorée, des terres, diversifiée, avec une volonté d'inclusion de toutes les luttes, de tous les moyens de lutte. Donc si vous avez envie, venez, c'est pas très loin. Et puis on commence déjà ce week-end avec plein d'activités très chouettes et des actions aussi d'opposition à Lafarge-Holcim, dont une action écoféministe super. Si vous avez envie, on a 2 places dans notre voiture. Et voilà. Du coup, voilà, on reste par là si vous avez envie de nous voir. On voulait aussi adresser un mot de solidarité avec Arlon et le Carnet qui se sont fait évacuer dernièrement. Toute notre solidarité avec eux. Et puis voilà, ensemble luttons contre la bétonisation du monde qui, elle, ne s'arrête pas aux frontières et pour la reprise de nos terres. Bonne chance! Et bravo à vous! Salut, donc je prends la parole pour le collectif des Jardins de l'Engrenage. Donc nous, ça fait un peu plus de 9 mois qu'on occupe une friche qui était destinée à un projet immobilier énorme à Dijon de 307 logements. Sur cette friche, on s'est installé et on a construit on a mis en place un jardin potager et également un lieu de rencontre, de discussion avec les habitants du quartier, parce qu'on pense que la lutte pour les terres, elle doit passer aussi dans le cœur même des cités, pour faire comprendre, pour essayer de sensibiliser les gens à ces enjeux, et donc de constituer une épine dans le pied, notamment de la municipalité de Dijon, qui a des projets d'urbanisation à tout va. Alors on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a depuis quelques jours obtenu un délai de 6 mois supplémentaires avant notre éventuelle évacuation. Il est évident qu'on n'a absolument pas l'intention de partir après ces 6 mois, et qu'on utilisera tous les moyens disponibles, nos faibles moyens en tout cas, pour essayer de s'enraciner comme les légumes que l'on a plantés dans ces jardins de l'engrenage. Voilà, merci. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook, on est super connectés, on est vachement branchés, tout ça. Et n'hésitez pas à venir nous soutenir, à venir nous rejoindre, et vous verrez,
même le centre de Dijon, ça peut être sympa quand il y a un petit espace de verdure au milieu. Voilà, je m'appelle Sébastien, je représente le réseau Bourgogne-Franche-Comté des AMAP, qu'on a créé il y a tout juste un an. Et je suis aussi administrateur du mouvement interrégional des AMAP, Miramap. Voilà, donc c'est un mouvement citoyen, je suis bénévole. Et nous avons comme vocation d'aider des paysans à s'installer. C'est ce que nous avons fait ici il y a 10 ans avec l'AMAP Panier de la Nette. Aujourd'hui, il y a 2 maraîchers qui travaillent avec un salarié, une toute petite association avec un tout petit budget qui a créé 3 emplois. C'est ça que nous voulons faire. C'est notre ambition et c'est montrer aussi que des citoyens peuvent s'engager et peuvent faire des choses en se rassemblant. Nous l'avons fait, nous l'avons prouvé et nous allons maintenant voir les élus pour leur démontrer le travail qui a été fait depuis 10 ans pour qu'on puisse développer les AMAP sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et je vous invite à venir découvrir, il y aura un petit stand AMAP en avant-première, la campagne du Miramap qui sort ici à Besançon pour l'occasion, pour cet événement. Les affiches sont encore en train de sécher. Voilà, et ben, je vous dis à tout à l'heure, à bientôt. Alors, je fais partie des écoliers, le collectif des jeunes pour le climat qui organise les marches pour le climat à Besançon. Alors, je vais vous lire une partie d'un texte de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Aujourd'hui, la destruction des écosystèmes et la disparition de leurs habitants revient à brûler plus qu'une bibliothèque. La 6e extinction de masse due aux activités humaines revient à brûler la bibliothèque de l'évolution. Chaque population ou espèce est alors considérée comme une mémoire génétique, un livre qui a accumulé l'ensemble des trésors de savoir écologique pendant des millions d'années. Si la bibliothèque brûle, les livres également et les savoirs qu'ils contiennent n'y échappent pas. Le secret de l'art de voler transmis d'oiseau en oiseau et le papillon en papillon, brûlé. Celui de respirer présent dans chaque animal, brûlé. Celui de dévorer le soleil, brûlé. Tous ces secrets, encapsulés en partie dans chaque cellule, enfumés. Mais la métaphore de la bibliothèque n'est pas suffisante. La 6e extinction de masse ne revient pas seulement à brûler les livres. Elle revient à brûler avec eux les poètes, c'est-à-dire la possibilité pour chaque forme de vie d'en produire d'autres, aux aptitudes, aux arts vitaux encore inconnus. On ne brûle pas seulement ce qui est arrivé, mais tout ce qui pourrait arriver. C'est ce qu'on appelle les potentiels évolutifs de chaque population d'êtres vivants qui partent en fumée dans les fourneaux de la machine extractiviste et ressourciste que constitue l'économie politique des pays dominants. Néanmoins, pour être un peu plus positif, une espèce ou une population d'individus ne doit pas être pensée seulement comme un livre ancien inflammable, mais comme un feu. La force de ces populations est telle que si les conditions de vie redeviennent favorables, d'une braise, d'une petite population peut renaître une population florissante. Mais pour cela, il faut chérir les dernières braises, et pas sous la forme de spécimens de zoo, sous la forme de populations vivantes, dans des milieux protégés et intégrés, et avec un effectif suffisant pour lui assurer une capacité à changer et à s'adapter aux métamorphoses environnementales dont le réchauffement climatique fait partie. Merci. Alors, juste pour terminer, je vais revenir un peu sur la mobilisation de vendredi dernier, le 19 mars. On s'est mobilisé, donc toute la jeunesse, avec des partis politiques, des collectifs, des syndicats à Besançon. On était 22 organisations à appeler, on était un peu plus de 400. Donc c'était bien de reprendre après un an. Et puis voilà, nous la jeunesse aujourd'hui, on est ici parce que au-delà de ce mouvement où on dit clairement qu'on en a marre de l'inaction climatique des dirigeants qui nous mentent tous les jours, qui nous disent qu'ils vont prendre en compte les propositions, qu'ils vont les soumettre au Parlement et qui ne font rien derrière. Ça fait plus de 3 ans qu'on se mobilise depuis les vendredis pour le climat avec Greta Thunberg. Et aujourd'hui, notre présence ici, c'est aussi pour dire qu'on a envie d'actes concrets et que la transition écologique et ce dont parlent certains politiques en nous disant qu'ils sont des écolos, il faudrait peut-être commencer par arrêter de bétoniser partout, arrêter d'artificialiser les terres et garder des espaces comme les Vettes qui sont des poumons verts et qui restent aujourd'hui les seuls endroits où le vivant peut vivre. Donc voilà, pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui est là aussi et que au-delà des grèves, on veut passer à l'action aussi. Voilà, merci.
Extinction Rebellion est un mouvement qui lutte pour retarder et qui espère éviter l'extinction. La 6e extinction de masse, l'inéluctable extinction. À Besançon, nous luttons pour retarder et espérer éviter la disparition de multiples espèces, dont de nombreux spécimens sont visibles aux vêtes. Le serin cygni, le triton alpestre, le crapaud alite accoucheur, le jardinier rigoleur, la maraîchère à regard fier. Or, ces espèces sont essentielles. Sans elles, toute la chaîne alimentaire s'effondre, toute la biodiversité s'éteint. Que devenons-nous sans agriculture locale et nourricière, sans oiseaux chanteurs et sans tisseuses de toile, sans entraide populaire et jardinière? Quel monde laissons-nous si nous acceptons leur disparition? À Extinction Rebellion, nous partageons une vision du changement, une vision créative et inventive, responsable et intransigeante. Et l'avenir que nous imaginons n'est pas un avenir blanc, avec des îlots artificiels de verdure, des écoles qui ressemblent à des collèges, des bulldozers qui rasent des jardins, des vergers qui disparaissent à coups de pelleteuse, des mares asséchées et des forêts uniformisées. Au VET, comme partout où cela sera nécessaire, nous manifesterons, occuperons et défendrons les terres agricoles et espaces de biodiversité, jusqu'à l'abandon des projets inutiles, destructeurs et imposés. À Extinction Rebellion, nous revendiquons l'usage de la désobéissance civile non violente dans notre lutte. En juin dernier, nous avons contribué à ériger une tour de guet, une vigie, pour surveiller l'avancée des travaux. Depuis ces hauteurs, nous avons signifié notre espoir de nous réapproprier des territoires vivants, notre avenir et nos vies, par la lutte écologique et sociale. Aujourd'hui, nous manifestons aux côtés d'organisations mobilisées depuis plus de 10 ans. Sur notre passage, nous avons laissé notre empreinte visuelle, imaginative et revendicative, en faisant disparaître les publicités poussant à la consommation et vendant un monde dont nous ne voulons pas, nous désobéissons. Le lierre et les dessins que nous laissons derrière nous inventent un imaginaire alternatif. Et maintenant, il faut semer les graines de ce qui nous fera vivre, planter pour faire reculer le béton, planter pour défendre le vivant, planter car nous sommes le vivant qui se défend. Nous sommes ici aujourd'hui toutes et tous réunis pour la préservation du vivant, de la vie végétale, animale et donc humaine, des communs, l'eau, l'air, la terre, du bien vivre ensemble. Cela implique de permettre l'émancipation de toutes et de tous. C'est notamment notre combat, à nous les organisations syndicales. Le système capitaliste et patriarcal dans lequel nous vivons est basé sur la domination. Domination des hommes sur les femmes, combat qui nous rassemblait au début de ce mois. Domination de l'homme sur la nature. Il est donc incompatible avec cette émancipation. Notre combat vise donc une transformation sociale en profondeur, un changement de modèle. C'est pour cela qu'à l'Union syndicale solidaire, nous sommes présents dans les différentes luttes sociales sur de nombreux sujets qui dépassent le monde de l'entreprise. État sécuritaire, problème d'accueil des personnes migrantes et bien sûr la justice climatique et les luttes écologiques. Il est illusoire de croire qu'il peut y avoir une justice sociale sans justice climatique. Chacun et chacune a le droit à un emploi digne dont il et elle peut être fier. C'est le cœur de notre combat. Et pour cela, les combats écologistes sont essentiels. Nous luttons pour des changements de modèle dans les entreprises, pour aller vers des objectifs vertueux, tout en maintenant, voire en développant des emplois. Mais nous devons aussi être présents au cœur de la société, au-delà de l'entreprise. Notre présence dans ces mouvements comme les soulèvements de la Terre aujourd'hui, mais aussi dans de nombreuses coalitions qui œuvrent toute l'année pour un changement de société, sur tous les plans, nous permet de faire le lien entre les luttes, de gagner en cohérence pour arriver ensemble à une société où chaque être vivant a une juste place pour un vivre ensemble heureux et bien sûr solidaire. Bonjour à toutes et à tous, je voudrais faire un petit rappel aussi sur la défense des terres agricoles, des terres comme les VET aujourd'hui. Sachez que si on veut les défendre, il faut effectivement, comme le disait le camarade d'Extinction Rebellion, il faut
avant tout semer et planter sur ces terres agricoles pour éviter l'artificialisation des terres. Et en fait, il y a vraiment la nécessité de retrouver l'autonomie sur la semence. Et donc on invite tout le monde ici. Il y a des maraîchères qui sont installées au VET et qui font de l'échange avec d'autres maraîchers sur les semences pour pouvoir rentrer dans un collectif où on arrive à l'autonomie au moins semencière des fermes maraîchères de Franche-Comté. On a été aidé énormément par Interbio Franche-Comté, qu'on remercie aujourd'hui. Et n'oubliez pas la nécessité donc de lutter sur le monde de la semence. Et allez-y, produisez des graines, faites des graines, échangeons des graines. Tout à l'heure, il y aura un troc de semences. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir les maraîchers autour de vous. Et c'est important de revenir aussi sur la localité en fait. Si vous achetez des semences qui sont dans les catalogues très classiquement, vous n'aurez pas du tout les semences fertiles à votre territoire, à votre climat. Et donc en fait c'est en adaptant les graines sur les territoires, sur les zones maraîchères près de chez vous que vous aurez cette résilience dont on a besoin aujourd'hui pour notre agriculture de demain. Merci. Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Ils disent que la terre est en danger, ils disent que la planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Manger des sandwichs OGM, climat fond 300 à l'heure, total GPS, GSM. Donc on doit tous s'y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait. Bonjour à tous, ou rebonjour, merci d'être là à la table ronde qui est prévue donc de 14h30 à 15h30. La conversation, donc ça va être assez court. La conversation pourra se poursuivre après un peu plus haut vers les espaces stands. Et là il y a des espaces de jardin qui sont en train de se mettre en place et il y a un espace stand avec les lentières, les vêtes, les soulèvements de la terre, etc. Du coup cette table ronde elle est prévue parce que déjà c'est cool d'entendre des gens discuter un peu de quel rapport avec le vivant pour demain ou quelle paysannerie pour demain. Et en fait c'est des questions qui se posent particulièrement aux vêtes ici et aux lentières, puisque dans les deux cas on est sur des anciennes terres maraîchères, que ce soit ici aux vêtes ou aux lentières à Dijon. On est sur l'ancienne ceinture maraîchère, sur des modalités différentes. On est sur des espaces qui sont aujourd'hui occupés sans titre de propriété par des jardiniers. Donc ici en fait ce qui se passe c'est qu'on a, comme on a un espace en marge, pour faire simple, qui était dans l'attente d'un grand projet d'urbanisme, que du coup maintenant on ne veut plus, d'ailleurs que personne n'a jamais voulu. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y a plein de jardiniers qui sont installés dans une forme d'autogestion spontanée de plein de milieux différents, et on retrouve aussi les vagues d'immigration successives. Donc pour ceux qui connaissent les Vêtes, vous avez les vieux jardiniers italiens, puis portugais, puis marocains, et les derniers arrivés là c'est pas mal de jardiniers turcs qu'on voit arriver et qui prennent des morceaux de terre et qui commencent à cultiver des légumes en amenant aussi leur tradition paysanne. On est aussi sur un espace ici qui est partiellement en friche à certains endroits, avec des espaces boisés, avec des mares qui ont été creusées. Donc du coup les mares creusées par les jardiniers accueillent aujourd'hui la biodiversité qui permet à l'association que je représente ici, qui est l'association Jardin des Vêtes, mais à France Nature Environnement aussi, c'est ça qui nous a permis d'attaquer au tribunal et de bloquer les travaux. Donc on a pris un point du droit qui est la protection des espèces protégées pour protéger l'espace dans son entier, mais la problématique est beaucoup plus large, c'est de quel rapport avec le vivant. Et cette manifestation Vêtes Lentières, il y a des points communs, c'est justement ce rapport avec le vivant particulier, c'est le fait d'être... En fait on nous oppose souvent le fait que ce sont des bidonvilles ici.
On est avec 2 maraîchères qui sont installées, mais dans des contrats de grande précarité. On y reviendra. Et donc il y a tout un ensemble de problématiques qu'on retrouve ici au VET, mais qu'on retrouve aussi au Lentillère et qu'on retrouve plus largement dans d'autres lieux en lutte dans le cadre des soulèvements de la terre. Donc moi je vais pas être beaucoup plus longue, voilà, c'est juste pour poser un peu le contexte. Vu que c'est court, j'ai tout de suite présenté les invités, mais je pense que vous les connaissez plus ou moins déjà. Donc Corinne Morel-Darleux, qui est autrice ou écrivaine, ça dépend comment on dit, et qui a écrit un livre, alors chaque fois je mélange, donc plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Voilà, c'est bien. Donc son dernier livre qui parle de dignité du présent et de continuer à lutter, alors que parfois on peut être un peu désespéré par ce qu'on voit, mais on lâche rien. Alessandro Pignocchi, qui est chercheur et auteur de bande dessinée, qui a écrit sur l'écologie au sens large, même si ça dépend ce qu'on entend par l'écologie, sur les mésanges punk et sur la ZAN de Notre-Dame-des-Landes. Et Cécile Muret, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne et qui est spécialisée dans les questions de foncier, et donc qui pourra aussi faire le lien avec ce qu'on voit ici, la précarité des paysans, parce que dans le rapport au vivant, il y a aussi la question de qui cultive pour manger quoi et comment on mange tous. Voilà, donc je passe tout de suite la parole au premier qui veut parler. Si ça vous va, je fais dans l'ordre. Donc Corinne Morel-Darleux. Dans l'ordre, c'est Cécile. Ah, dans l'ordre, c'est Cécile. Ok. Alors, Cécile Muret, d'abord je suis paysanne à une 60aine de kilomètres d'ici, donc ça c'est ce qui me fait vivre. Et sinon, je suis syndicaliste à la Confédération Paysanne. Et je m'occupe particulièrement des questions sociales, et notamment du foncier, qui est éminemment une question sociale. Par rapport à la question posée, les terres, elles ont plusieurs destinations finalement, si on parle des espaces qui est autour de nous. La terre, c'est d'abord un outil de travail et le premier outil de travail pour la paysannerie. C'est pour toute la population, ce sont des espaces pour nourrir, nourrir notre prochain. Ce sont des espaces naturels, plus ou moins cultivés, voire même des fois la main de l'humanité redonne de la biodiversité. Alors que si la nature, alors après on pourrait se poser la question qu'est-ce que la nature, mais on va pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Ah, d'accord. Qui est la main de l'humanité et l'action de la main du paysan, de ses pratiques paysannes, souvent avec son troupeau, peut redonner aussi une forme de biodiversité. On voit ça en montagne. Pour ceux qui connaissent, on parle des prébois, par exemple, dans notre quartier franc-comtois. Puis il y a les espaces forestiers aussi. Et au cours de l'histoire, alors après, au cours de toute l'histoire, tu as parlé d'expropriation tout à l'heure, de droit à la terre, de choses comme ça. Au cours de toute l'histoire, et finalement, l'accès, les droits ont évolué, diverses. Et il y a même des choses qui restent encore de l'Ancien Régime, d'avant la Révolution. Alors, chez nous en Franche-Comté, parce que dans d'autres endroits, ça a disparu. Notamment l'accès au droit de se chauffer. Par exemple, alors chez nous ça s'appelle la fouage, dans d'autres régions ça porte d'autres noms, et puis parfois même ça a disparu. Et ça c'est un commun qui persiste d'avant la Révolution, qui était la commune organise le droit de se chauffer à tous ceux qui ont un foyer dans la commune. Et ça c'est intéressant, c'est des choses qui persistent, qui sont dans le droit. Peut-être que du coup si elles sont dans le droit on pourrait les étendre. Ça veut dire que ça existe et que surtout c'est possible. Et tu parlais tout à l'heure d'expropriation, d'occupation sans titre. Alors en agriculture, on peut avoir droit au travail sans être propriétaire. Et heureusement. Et ça a été fortement obtenu. Il faut attendre 1945 pour ça. Hein, c'est un acquis du Conseil national de la résistance pour que les paysans puissent avoir un droit à la terre avec une location longue durée. Alors, dans le jargon, ça s'appelle le statut du fermage, qui
permet qu'il y a un accord entre celui qui use de la terre et celui à qui appartient la terre sur une longue durée qui permettent que le paysan ne se fasse pas virer, parce que c'est ce qui se passait avant, possiblement à la fin de la récolte tous les ans. Et ici, à proximité des villes, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des générations d'ouvriers. Alors là, on imagine que c'est pas la bourgeoisie qui habite là. Des générations d'ouvriers qui sont arrivés avec leur culture, souvent culture rurale, donc un certain savoir-faire, et des jardins qui se sont installés autour des villes, autour des bidonvilles au départ, hein, et autour des villes. Et alors, avec une certaine précarité, ça c'est un droit que je ne maîtrise pas du tout, avec une certaine précarité, mais en tout cas des espaces dédiés de la ville à destination de la culture alimentaire ouvrière pour se nourrir elle-même. Et ce qui est assez chouette, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en plus il y a cette arrivée de culture où on passe dans ces jardins, cette note méditerranéenne qui débarque ici par exemple en Franche-Comté, ça peut être surprenant. Et on s'aperçoit que les figuiers peuvent pousser même sous notre climat. Et donc, l'avenir des Vettes, ici, c'est pas le béton, ça, on est tous d'accord. On partage tout ça. C'est du coup, après, comment ces espaces partagés, il va y avoir un équilibre entre les espaces de nature, de zones humides, de biodiversité, de culture de jardin et de culture de paysannes. Il me semble que c'est ça ici, donc qui produisent des légumes. Et une des revendications de la Confédération paysanne pour la protection des travailleuses, ça va être d'abord de revendiquer la pérennité et de les sortir de la précarité dans laquelle elles sont, en demandant que la commune leur octroie un droit au travail pérenne via la signature d'un contrat de location longue durée. Pour terminer, il y a des outils qui protègent les paysans, il y a des outils qui protègent la nature, mais aujourd'hui elles sont fortement menacées parce que le capitalisme a une grande plasticité, une grande capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, il est en train de monnayer. Il monnaie le fait de bousiller des terres. Ça s'appelle la compensation. Il monnaie le fait de valoriser dans les actifs qu'ils contribuent à protéger la nature. On voit par exemple des choses, c'est pratique agriculture biologique, ça va augmenter le prix de la ferme. On monnaie tout un tas de choses et ça c'est inadmissible. C'est-à-dire que c'est très dérangeant de dire « Ah oui, mais les services écosystémiques ». À chaque fois derrière, ça cache « Ah mais combien la nature rapporte à l'humanité ?» À chaque fois, on est en train de dire « Comptabiliser », on parle des services, et on va comptabiliser et rentrer dans les comptabilités, et après, on imaginerait qu'on peut compenser. Alors ça, je pense que tout le monde partage le truc, c'est que la compensation, c'est un vieux slogan de la conf, hein, piège à con, puisque le retour en arrière est impossible. Et là où il y a vraiment une concordance de lutte, une convergence de lutte, c'est le mot consacré, c'est que ils sont en train d'accaparer des terres agricoles, enfin la financiarisation est en train d'accaparer les terres, mais aussi la nature. C'est-à-dire que là, ça fait beaucoup de débats avec la loi climat. Vous pourrez continuer de faire de l'avion si vous plantez de la forêt. Et là derrière, il va y avoir des enjeux d'accaparement et de terre pour pouvoir les planter et mettre des arbres, par exemple. Là, ça va vraiment poser des problèmes. Donc, tout ça pour dire que dans la lutte contre le béton, à proximité des villes, on fait face à une spéculation, à l'augmentation des prix des terres et finalement des enjeux des marchands de béton. Et que dans les campagnes, ça c'est beaucoup plus discret, ça se voit moins, c'est moins prégnant, sauf la disparition des paysans. C'est l'avancée insidieuse de la financiarisation.
Enfin, nous, on a décidé et validé collectivement à la Confédération paysanne qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'artificialiser et que notre position, c'est zéro artificialisation maintenant. Et du coup, ça nous pose beaucoup de questions sur la réflexion sur le logement, parce qu'il y a du mal logement. Alors, ça veut dire que quand on pense zéro artificialisation, il faut penser le mal logement. Et ça veut dire que le pognon, plutôt que de le mettre là pour artificialiser des terres, parce que ça coûte moins cher que faire de la rénovation urbaine sympa, eh ben il faut le mettre là-dedans, il faut mettre dans la rénovation urbaine sympa, il faut, enfin je dis ça parce que je vois des barres d'immeubles là, mais ça pourrait être ailleurs, mais il faut mettre l'argent dans la rénovation énergétique, il y a une urgence parce qu'il y en a qui ont froid l'hiver parce qu'ils n'ont pas le fric pour se chauffer, etc. Et faire une ville rêvée. Et je disais, il y a eu un truc fort là au confinement violent de mars. On s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte à quel point on était privilégiés en fait. Moi, porter un masque toute la journée, en fait, ça nous arrive jamais. Au bout de 5 minutes, je dis putain, je sais pas comment réfléchir, comment on fait et tout. J'ai plein mes enfants. Mais la chance qu'on avait de vivre dehors en permanence et d'être complètement déconnecté en fait de ce qui se passait dans la ville, de la peur diffusée de ce virus dans la ville, et que du coup, il faut absolument préserver des espaces verts, enfin, d'autant plus avec cette crise qu'on vient de vivre, des espaces verts, des espaces de biodiversité, des espaces de détente, pour que les gens ils aient accès à ça, quoi. Et du coup, ça m'a fait penser Berlin, qui a été enfermé autour d'un mur pendant 40 ans, a préservé un immense parc en son cœur pour permettre aux habitants de Berlin-Ouest de respirer. Merci. Je ne savais pas trop quoi vous dire, du coup je vais essayer de rebondir sur le concept de compensation. Oui, il en a beaucoup été question. Et puisque tu m'as présenté en disant que je parlais d'écologie, mais tout dépendait de ce qu'on entendait par écologie, je vais essayer de dire que peut-être... Alors c'est un exercice hyper classique de distinguer deux types d'écologie. Et peut-être que le critère, justement, pour les distinguer, c'est leur relation à la logique de compensation. Il y a une écologie qui accepte la logique de compensation et l'autre pas. Alors c'est deux écologies qui ont plein de points de recoupement, plein de collaborations possibles, etc., mais qui ont quand même quelque chose vraiment dans leur... ce qu'elles ont de plus fondamental dans leur rapport, ce qu'elles portent comme rapport au monde, qui est incompatible. Donc la première, ce serait une écologie, disons, alors ils n'ont pas vraiment de terme encore, quoi. Juan Martínez Allier appelle l'une l'écologie à l'occidentale et l'autre l'écologisme des pauvres, ce qui ne sont pas des termes extrêmement heureux, mais en gros l'écologie à l'occidentale moderne accepte ce qui, dans les derniers siècles, et en particulier au cours du 19e, est devenu un des piliers du rapport au monde de l'Occident moderne, et qu'on peut appeler la commensurabilité généralisée, quoi. C'est-à-dire l'idée que l'ensemble des sphères de valeurs qui organisent nos institutions et notre rapport au monde sont commensurables les unes aux autres, c'est-à-dire qu'elles peuvent toutes être ramenées sur un axe unique de la valeur marchande. Donc les terres, le travail, la monnaie elle-même qui est un sujet de spéculation, ou un service écosystémique, une mare, un animal, etc. Dans le rapport collectif institutionnalisé qu'on a à eux, on peut rapporter l'ensemble de nos modes de relation à eux et des valeurs qu'on leur attribue sur un seul axe, qui est celui de la valeur marchande, d'où la compensation. On peut détruire quelque chose quelque part, reconstruire quelque chose d'équivalent ailleurs, ou le compenser par une valeur monétaire. Et donc l'autre forme d'écologie qui émerge principalement entre autres dans les mouvements autochtones, perçoit comme extrêmement incongrue cette logique de compensation, quoi. Quand on arrive parfois avec plein de bonne volonté dans une communauté andine où on va assécher un lac par exemple en disant non mais vous inquiétez pas, on va assécher le lac au bord duquel vous vivez, mais on va le compenser. Et là c'est reçu d'une façon extrêmement incongrue, puisque le lac en l'occurrence fait partie du collectif, il est intégré dans le tissu social qui compose
la vie sociale de la collectivité et les relations que les gens du coin ont avec ce lac, ça pourrait être une montagne, une mangrove, n'importe quoi d'autre, appartient au tissu social. Donc c'est comme si pour nous, on nous disait, bon, on va détruire une de vos relations sociales, par exemple, votre cousin, mais vous inquiétez pas, on va l'assécher, mais on va le compenser financièrement. Et le principe est reçu de la même façon. Et dans cet autre monde-là, du coup, on dira qu'il y a des sphères de valeurs qui sont incommensurables les unes aux autres. Qu'il y a bien sûr tout un tas de jeux de valeurs, mais il y a certains transferts qu'on ne peut pas, qui ne sont pas possibles. On ne peut pas remplacer les relations affectives que le collectif a avec un lac, une mangrove, par autre chose, en écrasant tout ça sur l'axe unique de la valeur marchande. Donc voilà, le terme pareil n'est pas très joli, mais ça serait une écologie qui accepte la commensurabilité généralisée et une autre qui la refuse. Et bon, il y a un certain nombre de raisons de préférer une écologie de l'incommensurabilité des valeurs. La première, c'est une logique, toi tu l'as évoqué, c'est que c'est difficile de revenir en arrière une fois qu'on a détruit un lieu. C'est que le principe de commensurabilité généralisée nous impose un mode de relation extrêmement particulier aux milieux de vie, aux plantes, aux animaux, etc., qui est une relation de sujet à objet. Ça leur attribue un statut d'objet, puisque pour entrer dans la grande sphère économique de la commensurabilité généralisée, il faut que chaque être, chaque relation soit interchangeable. Du coup, il faut que ce soit des objets. C'est les objets qui sont interchangeables. Les sujets ne le sont pas. Et la relation du coup de sujet à objet dans laquelle on est enfermé n'a que deux variantes. C'est l'exploitation, qu'on connaît, et la protection. La protection pensée à l'occidental, qui est l'autre facette de l'exploitation, qui est, dans les deux cas, ces deux variantes d'une relation d'utilisation, où l'autre, donc milieu de vie non humain, etc., a un statut d'objet et n'acquiert sa valeur qu'en vertu de l'utilisation qu'on en fait, des fonctions qu'on leur attribue. Or, ce choix unique entre exploitation et protection, comme tu l'as dit, il est biaisé, puisqu'il y a un phénomène de cliquet, c'est-à-dire que quand on décide de protéger un lieu, on peut toujours revenir en arrière et décider de l'exploiter si les valeurs économiques qui gravitent autour se transforment. Et dans le sens inverse, alors il existe de la restauration, mais c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc de toute façon, il y a un phénomène de cliquet, où tant qu'on reste enfermé dans cette fausse dualité entre protection et exploitation, on va forcément vers la destruction complète. C'est extrêmement flagrant dans le paysage, cette dualité-là, c'est soit des espaces complètement dévastés, soit bétonnés, soit par l'agriculture intensive, avec des petits îlots sous cloche protégés. Mais donc ce choix-là ne mène forcément à la catastrophe. Donc ça, c'est vraiment une raison pratique. Ensuite, il y a une raison plus, pas métaphysique, mais qui tient vraiment au type de monde qu'on veut habiter. C'est que la relation d'utilisation dans laquelle nous enferme le principe de commensurabilité généralisée est assez pauvre en termes psychologiques. C'est une relation d'utilisation. Or, dans un monde où on refuse ce principe-là, donc par exemple, et typiquement le type de relation que la plupart des communautés autochtones ont avec leur territoire, les non-humains, les plantes, les animaux, les milieux de vie, donc les lacs, les montagnes, etc., participent à la vie sociale, et du coup on leur ouvre toute la richesse des relations sociales. Les interactions, les modes d'interaction qu'on a avec eux se déclinent d'une façon infiniment plus riche que quand on reste prisonnier de l'utilisation. Donc on est dans des relations de séduction, de haine parfois, de coopération, de collaboration. On tient spontanément compte des intérêts de l'autre, lac, montagne, non humain, et du coup ça offre une richesse d'interaction infiniment plus grande, et donc il y a des raisons de penser que le monde est plus chatoyant quand on autorise les non-humains à entrer dans le registre du social. Et enfin, un peu dans la même ligne, c'est que un monde où on refuse le principe de commensurabilité généralisée, il y a des sphères de valeurs beaucoup plus nombreuses, multiples, et c'est un monde donc plus divers. On peut imaginer que ce que pensent un certain nombre d'anthropologues, et je pense qu'ils ont raison, que la diversité est la seule valeur absolument normative, la seule qui peut servir à fonder, à axiomatiser, disons, un système moral. Et du coup, voilà, un monde où on accepte que certaines sphères de valeurs ne peuvent pas être réduites sur un axe unique, et sans doute plus plaisant à habiter aussi, et ouvrir au non-humain
le registre du social, on a du mal à percuter vraiment ce que ça peut vouloir dire à un niveau institutionnel. Mais par exemple, chez les Jivaro en Amazonie, les femmes Jivaro vous racontent que quand elles oublient de repiquer un pied de manioc après avoir déraciné, après avoir recueilli la racine, si elles oublient de repiquer les petits pieds de manioc, elles rêvent la nuit suivante d'un nouveau-né qui pleure, qui peut-être réclame le sein, qui est affamé, etc. Donc elles se réveillent en panique, comprenant que c'est leur petit pied de manioc qui vient les visiter en rêve sous une forme humaine pour leur signifier qu'il a extrêmement faim, etc. Donc on peut imaginer la richesse d'un monde où les relations au non-humain atteignent ce niveau-là d'affectivité et se sont vraiment tissées dans la sociabilité du collectif, quoi. Voilà. Ou d'objets et de non-humains, les animaux, ils se situent où? Non, en fait, je distingue deux modes de relation qui sont deux façons qu'on peut... Je réponds tout de suite ou tu veux deux façons qu'on peut avoir de porter l'attention à un autre, qu'il soit humain ou non humain, quoi. Et... non, c'est pas ça. C'est comment un sujet entre en relation avec autre chose, que ce soit un humain, un animal, une plante. On peut soit considérer l'autre comme un objet, et ça arrive souvent avec des humains, on considère souvent l'autre humain comme un objet et on se demande juste comment on peut l'utiliser. Soit on peut le considérer comme un sujet, et dans ce cas-là on rentre dans une relation empathique où on tient compte du point de vue de l'autre. Et là où je me situe, c'est pas un niveau métaphysique de que sont les humains, que sont les animaux, c'est comment on peut entrer en relation avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux modes de relation, on bascule très vite. On peut basculer très facilement de l'un à l'autre. Je sais pas, l'exemple que je prends souvent, qui est vraiment extrêmement bateau, mais on trébuche dans le métro, pressé sur un SDF, on le voit comme un simple obstacle, quoi, vraiment comme un objet. Il suffit d'échanger un regard, de faire un mini effort de projection, et d'un coup ça devient un sujet, ça devient un humain, avec un point de vue, des sensations, une intériorité, et on bascule complètement dans autre chose. Et vis-à-vis des animaux, évidemment, on a en permanence les deux. Un petit éleveur est dans une relation, considère ces bêtes comme des sujets. Ils souffrent quand elles sont malades, etc. Un éleveur industriel est obligé de les considérer comme des objets, sinon il deviendrait fou, quoi. Quelqu'un qui travaille dans un abattoir. Et on a tous en permanence, quotidiennement, on expérimente en permanence ces deux modes de relation. Simplement, la différence tient auquel des deux sert à façonner les institutions. Et les institutions occidentales sont fascinées par la relation d'objet et façonnées par elles, c'est-à-dire que institutionnellement, en Occident, les non-humains sont des objets. Ils n'acquièrent une valeur qu'en vertu de l'utilisation qu'en font les humains. Alors que dans un collectif Jivaro en Amazonie, ou un collectif autochtone, ou sur une ZAD en l'occurrence, les non-humains se voient attribuer un statut de sujet avec des intérêts. À Notre-Dame-des-Landes, avant de couper un arbre, on s'interroge sur le point de vue de la forêt. En gros, on essaye de projeter quels peuvent être les intérêts de cette forêt, de cette mare, des tritons, etc. Donc on leur change le statut. Et encore une fois, ces deux modes de relation, tout le monde les expérimente très quotidiennement. Le point important, c'est lequel organise le collectif et ses institutions. Alors ses institutions explicites et ses institutions plus implicites, quoi. Moi je vais redescendre à un niveau beaucoup plus prosaïque parce que j'avais envie en fait de m'exprimer de manière assez d'une certaine manière assez personnelle mais assez sensible. En tout cas, d'abord la première chose que je voulais dire, c'est que ça fait je sais pas 2 ans maintenant à peu près que j'accompagne et soutiens les jardins des Vêtes à distance, et je suis vraiment contente en fait d'y être enfin. Et je suis particulièrement contente d'y être aussi à l'occasion du premier acte des soulèvements de la Terre. Moi j'avais fait des tentatives totalement avortées et très très localistes de mouvement de libération de l'humus, puis de gang des marteaux-piqueurs. Et je suis contente de voir que voilà, on a maintenant un mouvement beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux et beaucoup mieux pensé stratégiquement parlant qui se lance. Donc voilà, je tenais à le dire, et je trouve que c'est particulièrement intéressant qu'on soit au Jardin des Vêtes, parce que pour moi c'est un de ces lieux qui
qui dément cette phrase qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et ailleurs ces derniers temps, disant que l'écologie sans lutte des classes, c'était du jardinage. Et moi, à la fois, je trouve la phrase joliment tournée et en même temps, elle m'agace parce qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai jardinage de classe. Et pour moi, les VET en est un très bon exemple. Et c'est un exemple qui est pas isolé. On le voit au Lentillère, on le voit à plein d'autres endroits. Et qui n'est pas non plus isolé dans le temps, puisque historiquement, il y a eu plein de mouvements en fait, de protestation, de mouvements politiques qui faisait du jardinage avec un point de vue situé en termes de classe sociale et avec un point de vue extrêmement politisé. C'était le cas des diggers, notamment on parlait tout à l'heure de la question des titres de propriété. Ça a été le cas aussi des seringueiros brésiliens avec Chico Mendes. On a plein d'exemples comme ça de luttes à travers l'histoire hein, qui ont réussi à faire la jonction entre, non seulement entre la question environnementale et la question sociale, mais entre la question du jardinage au sens large et la question de la lutte contre toutes les formes de domination et d'oppression. Donc je trouve que c'est bien aussi de se réinscrire dans ce courant historique des luttes sociales et des luttes politiques. Et je trouve que c'est d'autant plus important que ça me permet aussi, et j'avais envie de parler de ça, ça me permet aussi de raconter peut-être ce qui se passe sur un bout de territoire de Syrie du Nord qui s'appelle le Rojava, qui est un endroit qui est un territoire aujourd'hui qui s'est déclaré de facto autonome depuis quelques années. Qui est un territoire sur lequel vivent 5 à 6 millions d'habitants, donc on est quand même sur un espace assez important, et qui est un territoire à majorité kurde, mais pas seulement, où il y a plein de populations différentes qui habitent. Et si je veux en parler aujourd'hui, c'est parce que moi je m'y suis rendue à 2 reprises, et qu'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est justement le rapport à la terre et le fait que les populations kurdes qui ont été très longtemps opprimées en Syrie et ailleurs, non seulement n'avaient pas le droit de parler leur langue ou de fêter leur propre culture, mais surtout les Kurdes au Rojava n'avaient pas le droit de planter des arbres dans leur propre jardin. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que ça paraît totalement impensable. Et en fait, le régime de Damas, le régime syrien de Bachar el-Assad, en fait, interdisait aux Kurdes de planter un arbre dans leur propre jardin pour être sûr qu'ils se sentent pas chez eux, en fait, et qu'ils se sentent pas chez eux sur leur terre et qu'il n'y ait pas de phénomène justement d'enracinement. Et je trouve ça très intéressant parce que ça fait bien le lien justement entre cette question de territoire, de comment on habite un territoire, de comment on s'y sent chez soi et du lien qu'il y a entre se sentir chez soi et avoir envie de défendre ce territoire. Qui est, me semble-t-il, toute la problématique qui est posée par les différents territoires en lutte, territoires occupés, ZAD, etc. Et moi, je l'ai ressenti, c'est un truc que je comprenais pas forcément très bien avant, mais je l'ai particulièrement ressenti en allant m'installer il y a quelques années dans la Drôme et en me sentant pour la première fois, avant j'étais à Paris, et en me sentant pour la première fois faire vraiment partie d'un territoire et être en lien justement avec d'autres habitants non humains, comme tu disais, quoi. Enfin, concrètement, le fait de voir passer tous les jours des chevreuils, de temps en temps un renard, des oiseaux que j'avais jamais vus de ma vie, crée un rapport au lieu qui est évidemment différent et qui crée un rapport à la lutte pour ce lieu qui est aussi totalement différent. Donc voilà, moi surtout ce dont j'avais envie de vous parler. Et puis peut-être aussi dire que justement au Rojava, moi je suis allée notamment dans un lieu qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Djinwar, qui est un village de femmes. Et quand j'y suis allée la première fois, le village il était en construction, donc il y avait vraiment un truc d'autoconstruction sur place avec des briques d'adobe faites avec les matériaux locaux. Et en fait, en parallèle de la construction des maisons, l'autre priorité, c'était le jardin. Et donc la priorité, c'était de mettre en place un potager pour pouvoir se nourrir et de mettre en place un jardin d'herbes médicinales pour pouvoir ouvrir un petit dispensaire avec les herbes médicinales du village, quoi.
Et là aussi, voilà, je trouve que ça fait beaucoup écho et je trouve que c'est bien de faire ces liens aussi internationalistes, parce qu'une des choses qui nous est souvent reprochée, c'est voilà, de faire du localisme et d'être sur un truc un peu voilà, d'enracinement au sens fascisant du terme, de repli sur soi, sur le local, etc. Et je trouve que cette dimension internationaliste, c'est important de la conserver, ne serait-ce que pour ça. Je parle là du Rojava, on pourrait parler aussi de la tournée en Europe des apatistes de cette année, mais je pense que ces liens-là, ils sont hyper importants à conserver. Ça a déjà été beaucoup le cas sur la ZAD, mais je pense que c'est vraiment un truc à prolonger et à toujours garder cette ouverture et aussi cette solidarité à l'international. Merci. Programme, on n'a pas forcément hyper beaucoup de temps pour faire des questions-réponses, mais si quelqu'un a des questions, voilà. Moi, je pense que tu as parlé beaucoup d'humains. Moi, je pense que l'espèce humaine n'existe pas encore, et que ce qui est dominant aujourd'hui dans l'espèce, c'est l'homme, avec ses valeurs qui sont annexées à la valeur marchande, qui est la valeur dominante. Donc, ça fait une petite comment dirais-je, ça, ce que je suis en train de dire introduit une certaine différence, une diversité, une certaine différence entre le discours, par exemple, que tu tiens, mais que je trouve intéressant, mais qui ne tient pas compte de ça. C'est-à-dire le fait que homme égale humain, voilà, là on est dans encore la marchandise. L'homme n'égale pas l'humain. L'humain, l'espèce humaine, n'existe pas encore. Ça, il faut en convenir. C'est une base qu'on ne peut pas négociable pour moi. Parce que sinon, on s'enferme dans quelque chose qui est mortifère. C'est-à-dire, on contribue aussi d'ailleurs, à perpétuer un monde mortifiant qui détruit le vivant sur la planète. Et le vivant, c'est aussi, c'est pas que les animaux, c'est pas que les hommes, c'est aussi les plantes, le machin, etc., les arbres, etc. Merci. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la rénovation des bâtiments, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu hier dans Challenge, un journal vraiment très intéressant. Et il se trouve que cette année, le Pritzker Prize, je crois que c'est le prix Nobel d'architecture, a été remis à un couple qui ne fait que de la rénovation et qui est contre l'artificialisation. Donc je me dis que c'est peut-être des gens qu'il faudrait inviter ici pour qu'ils fassent un projet pour que les gens oublient l'artificialisation et que le prix Nobel d'architecture montre qu'en fait il faut arrêter de faire ça, quoi. Enfin, je me dis que peut-être les stars de l'architecture, si maintenant c'est des gens qui sont contre l'artificialisation, c'est super et il faut essayer de s'en servir peut-être, de les utiliser. Voilà, ça m'avait juste fait penser à ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, tous. Merci. Parler de compensation, moi je suis aussi paysan, bientôt à la retraite. Parler de compensation, c'est imaginer qu'on a des pièces de rechange pour la planète. Si on détruit quelque chose d'intéressant ici, on va pouvoir le recréer ailleurs. Sauf que s'il est possible ailleurs, c'est qu'il existe déjà. Et on n'a pas de pièces de rechange. Si on détruit des zones humides, une zone humide c'est un milieu géologique naturel, ça ne se recrée pas artificiellement. Ça c'est quelque chose c'est une crédulité. Et c'est juste, alors ça a été dit, créer un nouveau business, un nouveau marché possible. Mais ce qui est important, il me semble, c'est que croire que la compensation des dégâts que l'on fait sur des questions environnementales soit possible, c'est imaginer qu'on a des pièces de rechange pour la planète. Et c'est les mêmes qui soutiennent l'idée d'aller sur Mars ou d'aller ailleurs pour trouver une planète viable. Mais ça, c'est, en l'état actuel, je crois, totalement illusoire. Ouais, du coup, juste sur la question de la compensation, c'est vrai que c'est quelque chose forcément qu'on nous a fait ici aussi, c'est-à-dire on va compenser. On détruit, et notamment sur l'exploitation maraîchère plus haut, on va détruire vos terres, mais on va compenser en vous mettant plus bas. Et ce qui a été aussi proposé, c'est-à-dire on a, sur les personnes qui vont faire la visite guidée ou qui l'ont déjà fait, on a une mare de compensation qui est juste un sketch, qui est une bâche, un trou creusé avec une bâche au fond qui n'a jamais recueilli une goutte d'eau, qui est la mare de compensation qui devait remplacer la vraie mare où habitent des tritons et des crapauds alites en couchère.
Et sur la terre, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, quand les travaux ont commencé, là vous avez la saignée. Déjà, en fait, c'est déjà quand même assez traumatisant pour les habitants d'être dans des travaux, d'entendre les pelleteuses, d'avoir ça comme fond sonore. Et nous, on a vu passer des camions entiers de terre d'Évette partir, on le soupçonne fortement, pour aller dépolluer d'autres sites. Et c'est vrai qu'on ne s'était jamais posé la question de comment on dépollue écologiquement les autres sites pollués, en amenant de la terre qui n'est pas polluée. Mais la terre qui n'est pas polluée, elle vient bien de quelque part. Là, en l'occurrence, elle venait d'ici, quoi. Voilà, je laisse la parole maintenant. Pour reprendre et répondre en partie à la question du problème des pièces de rechange, de la compensation, parce qu'il y a ce problème-là pratique de est-ce que ça marche ou pas, mais plus profondément, c'est quel monde il y a derrière. C'est-à-dire qu'un monde qui accepte comme allant de soi le principe de compensation implique que les liens affectifs qu'on tisse avec un territoire en particulier, une mare en particulier, n'existent pas. Ils sont non existants, quoi. La seule façon que tu aurais de porter ces liens à l'existence serait de leur donner une valeur économique. Il faudrait pouvoir montrer que les liens affectifs tissés par un collectif avec une mare, une forêt en particulier, a une valeur. Sinon, ils sont considérés comme... et donc ça, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est un monde qui est derrière, c'est-à-dire l'attache d'un collectif donné avec son histoire, etc., avec un territoire en particulier, n'est simplement non existant dans la métaphysique occidentale, quoi. Et c'est pour ça que les luttes territoriales portent en elles l'incommensurabilité des valeurs. C'est ça, la résistance à Notre-Dame-des-Landes qui a tant surpris l'État vient de là. C'est qu'à partir du moment où on a une attache affective, où on considère que ce qui nous compose en tant que personne est en partie tissé avec ce lieu en particulier, mais pas une autre forêt qui serait plantée ailleurs, quand bien même aurait-elle encore plus de biodiversité, etc., et que ce lien affectif-là, affectif au sens extrêmement large, dans le registre d'importance des choses, dans la façon dont l'attention accorde de l'importance des choses, ces liens affectifs particuliers-là sont au-dessus du reste, et c'est cela qui guide les décisions du collectif. Ça porte un monde, effectivement, qui est une écologie, etc., qui est vraiment d'une nature différente. C'est au-delà de la question de savoir si la compensation marche ou pas. Et pour rebondir sur la question de l'homme et de la valeur marchande, il faut quand même préciser que c'est une exception dans l'histoire. C'est extrêmement récent et extrêmement propre à nous. La commensurabilité généralisée, c'est pas du tout la norme dans les collectifs humains. Ce qui était, et même dans les collectifs humains où il y avait des échanges à longue distance entre des territoires éloignés, etc., où on échangeait des objets, etc., ce qui a été la norme jusqu'à extrêmement récemment, c'est des sphères d'échange incompatibles. Le plus basique, c'est au moins 2 sphères, notamment c'était le cas chez la plupart des ethnies d'Amérique du Nord. Il y avait une sphère d'échange qui concernait les biens, disons, de première nécessité, en gros la nourriture et dans une certaine mesure les possibilités de se loger, etc. Et une sphère d'échange pour les biens de prestige. Donc il y avait les coquillages, les formules magiques, enfin tout un tas de choses. Et il n'y avait aucune circulation possible entre ces 2 sphères. Donc une personne qui ne serait pas du tout intéressée par les biens de prestige avait de toute façon nourriture, logement, etc. Là, tout le drame, c'est quand la terre, le travail, et tant les biens de temps, un yacht, qu'un téléphone portable, qu'une œuvre d'art numérique, rentrent dans la même sphère d'échange que de la nourriture, des terres, etc., quoi. Mais encore une fois, c'est une exception de l'histoire, quoi, qui est extrêmement récente et extrêmement localisée, qui maintenant homogénéise tout, mais c'est récent, quoi. Moi, je voulais réagir, compléter la notion d'internationalisme de la lutte. Alors déjà, beaucoup de migrants, mais de toute l'histoire de la migration, en tout cas française, sont des paysans et des ruraux qui arrivent des zones rurales. Donc il y a une culture de la production alimentaire qui arrive dans leurs valises. Et d'ailleurs, les migrants qui aujourd'hui sont exploités dans l'agriculture, la plupart sont des paysans éjectés de leur territoire. L'autre chose, c'est des chiffres qu'un chercheur de l'INRA m'avait filé comme ça. Il n'y a que 20% des terres émergées qui sont en capacité de produire de l'alimentation, parce que les autres, elles sont glacées, ou les autres, elles sont dans le désert, etc. Et il y a quelque chose de très précieux, en fait, de très, très précieux à les protéger
pouvoir continuer à nous nourrir. Et on a l'impression encore, en Europe occidentale, enfin en tout cas je vais parler pour la France, que ces terres ne sont que des réserves, alors particulièrement autour des villes, pour pouvoir continuer à bâtir, comme si on en avait assez derrière et qu'on pourrait encore produire plus et concentrer plus sur les autres terres, ce qui pose plein de problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est juste pour donner une petite idée, c'est que l'Europe occidentale, enfin l'Europe politique ou commerciale, je ne sais pas quel terme utiliser, donc l'Europe de l'Ouest, 170 millions d'hectares de surface agricole. La France, 28 millions de surface agricole. Et nous importons 35 millions d'hectares. Nous importons 35 millions d'hectares de l'Europe occidentale. Principalement d'Amérique du Sud, où là-bas ça impacte des paysans qui sont éjectés de leurs terres pour produire de la bouffe pour nous, etc. etc. Donc c'est juste pour dire, et des populations autochtones, etc., qui sont en lutte de l'autre côté de l'Atlantique, ou en Asie, où on produit des agrocarburants pour foutre dans nos bagnoles. Et de l'huile de palme, voilà, en français. Et c'est juste pour dire que, non, si dans les discours on parle de relocaliser l'alimentation, etc., ça veut dire qu'il va falloir absolument une conservation des terres. Et puis juste une note positive, c'est que tant que le béton n'a pas été mis, même s'il y a eu une agriculture intensive, il y a une vraie réversibilité et une capacité de rediversité de la nature, quoi. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et ça, c'est c'est un vrai espoir, quoi. C'est que c'est réversible, tant qu'il n'y a pas eu de béton. Juste en conclusion, moi je vous invite vraiment, pour tous ceux qui le peuvent en tout cas, à suivre les prochains actes des soulèvements de la terre, et notamment un qui me tient beaucoup à cœur, parce que Claire a eu la gentillesse de me présenter comme écrivaine tout à l'heure, mais je suis aussi conseillère régionale d'opposition à Laurent Wauquiez. Donc s'il pouvait y avoir vraiment beaucoup de monde en Haute-Loire contre la RN 88, ce serait vraiment très très chouette. Merci. Si vous voulez vous renseigner plus sur les Vêtes, il y aura une visite guidée qui va partir, je pense, plutôt vers 16h. Et on a un livre en vente au stand qui s'appelle Jardin des Vêtes, une lutte pour le vivant, qui est préfacé par Corinne Morel-Darleux et Gilles Clément. Voilà, merci.